Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 98, épisode de nouveau en live, en tout cas en vidéo que vous pouvez retrouver sur Spotify vidéo et sur YouTube. Et je suis accompagné d'une invitée aujourd'hui. Alors ça fait longtemps que j'ai pas eu déjà une femme dans mon podcast. La dernière femme, je pense que c'était une de mes élèves, c'était Marie, ça fait déjà un petit moment. Ah non, on a une Jessie aussi. Bref, en tout cas aujourd'hui, je reçois Marie, on est encore à Chiang Mai en Thaïlande, au même endroit que la dernière fois. Déjà, bonjour Marie, comment ça va? Bonjour Clément, merci de m'inviter dans le podcast. Ça va, mais j'avoue que j'étais stressée parce que je t'avais fait une petite aparté, c'est le premier podcast que j'accepte. Parce que je ne peux pas parler dans les podcasts, je ne veux pas passer dans les vidéos. Donc je me suis dit, allez, on va le faire. Bon, c'est top. Merci Marie en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je ne sais pas encore quel titre on va donner à ce podcast. En tout cas, ça va être un épisode un peu différent de ce qu'on a l'habitude, de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Dans un premier temps, on va essayer de te découvrir un petit peu, Marie, voir qui tu es, ce que tu fais, parce que c'est important déjà de mettre un peu le contexte, et ensuite on va avancer un petit peu en faisant en quelque sorte une discussion pour essayer d'aider, de vous aider, en gros, qui écoutez le podcast à évoluer entre guillemets. Alors, on va parler de psychologie aujourd'hui. On va pas forcément parler de squat et de deadlift, mais justement, c'est une partie qui est très intéressante. Donc, pour commencer, la première question que je vais te poser, elle est très générale. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, si tu veux, en tout cas, et puis de ce que tu fais aussi, et puis pourquoi tu es là aujourd'hui dans le podcast, peut-être. Ok. Donc, je m'appelle Marie. J'ai d'ailleurs parlé de ça juste avant avec Léo. J'ai dit, tiens, je suis sûre que tu vas me poser la question qui je suis. Et c'est très dur, en vrai, de parler de qui on est, parce qu'on est plein de choses. Et en même temps, on est en constante évolution. Donc, la personne que je suis dans ce podcast, ça se trouve à changer dans quelques années. Actuellement, là, je suis coach de vie et je m'occupe de tout ce qui est relations toxiques, dépendance affective, jalousie, etc. De autant la relation qu'on a envers soi, de comment on se voit, de comment on se pousse aussi à faire des activités, voyager, etc. Ou comment on se sabote aussi, parce qu'on se sabote aussi beaucoup. À côté de ça, je fais plein de trucs. En fait, je suis vraiment une personne qui va aimer toucher un peu à tout. Autant sur le sport, j'ai essayé plein de sports différents. Ça n'a pas forcément donné quelque chose de super cool à chaque fois. Mais j'aime bien un peu essayer tout et en même temps, des fois, être complètement en sécurité et faire juste ma routine à moi. Donc, dans les voyages, par exemple, j'adore voyager, j'adore découvrir plein de choses. Mais je vais me mettre en sécurité à chaque fois. Je vais choisir bien mon logement, je vais choisir bien la ville, je vais choisir bien les randonnées dans lesquelles je vais aller. Donc, si on devait répondre à qui je suis un peu tout. Et c'est bien. C'est-à-dire que je fais de tout, et en même temps, il y a des choses où je ne le ferai jamais. Ok, je vois. Du coup, tu nous as dit que tu es coach de vie. Ouais. C'est quelque chose, c'est une profession qui s'est beaucoup développée ces derniers temps. C'est assez vaste, j'ai l'impression aussi. Ouais. Moi, je suis curieux de savoir d'où ça t'est venu, cette envie d'aider les autres, parce que c'est d'abord ça, je pense, d'être coach de vie, c'est d'aider les autres. Comment ça t'est venu? Si tu peux nous parler de le métier que tu faisais avant, et peut-être c'était lié, j'imagine, par rapport à ça. Comment... J'étais coiffeuse avant, donc moi j'ai passé des longues études, je me suis arrêtée à la seconde, parce que j'étais une très bonne élève, mais j'avais beaucoup de mal à être dans les relations, donc amicales ou même amoureuses. Je voulais en fait plaire aux gens plus que tout, c'est-à-dire que je voulais être amie avec toi pour te plaire et non pas être amie avec toi pour partager des choses, etc. J'avais énormément de mal à comprendre que je pouvais me faire accepter sans être une autre personne. Par exemple, j'avoue, j'étais très très maquillée, très pimpée, des ongles super longs, des cils super longs. Je devais être sexy à tout prix, je devais sortir de la rue, enfin de mon appartement ou de ma maison. Dans la rue, je devais être toujours... Si la Catherine parle, je prends vraiment ce truc-là. Donc, j'ai arrêté le lycée, je suis partie en coiffure, parce que je vais être très honnête sur ça, mes parents ne le savent même pas, si ils écoutent ce podcast, ils le sauront du coup. Mais j'ai pas choisi la coiffure parce que j'aimais ça, j'aimais bien coiffer et tout, j'étais assez girly. Mais j'ai choisi ça parce que j'ai fait un test sur Onicep. Ouais, je vois. Et elle écrit fiche, vous pouvez être coiffeuse. Je me suis dit, bon, allez. C'est un signe, oui, bien sûr. Et je suis partie en coiffure et franchement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu la chance en fait de tomber sur une personne qui s'appelait Théophile, c'était un autre apprenti.
qui était complètement l'inverse de moi, qui n'était pas du tout timide, qui faisait tout et n'importe quoi, qui arrivait tout le temps en retard, mais qui avait un espèce de bagou qui faisait qu'il s'en sortait tout le temps. Et je me suis dit, j'aime bien comment il est, j'aimerais bien aussi moi être un peu moins timide, faire plus de choses et du coup avoir plus d'amis, parce que j'avais pas beaucoup d'amis, sortir plus, etc. Je voyais plein de gens faire des soirées, faire des trucs. Et moi, je restais chez moi dans le canapé avec mon plaid et me disant, tiens, c'est cool, on scroll. C'est un petit truc-là. Donc, du coup, j'ai été en coiffure et j'ai commencé à lier des relations avec mes clients. Et je me suis dit, c'est trop cool en fait. C'est trop sympa et surtout, je sais le faire. Donc, c'est pas que je suis timide, c'est que finalement, j'ose juste pas montrer ce que j'ai envie de montrer. Montrer ce que j'ai envie d'être. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 7 ans, donc j'ai été coiffeuse pendant 7 ans, où j'ai fait plein de choses différentes dans la coiffure. J'ai été barbière, j'ai été, je veux dire en français, j'étais, comment on peut dire ça, maître coloriste. En gros, c'est le high level des coloristes. Ok. J'ai été dans des défilés, et tout ça, en fait, ça m'a permis de me dire, est-ce que tu aimes vraiment la coiffure, ou est-ce que c'est plutôt, est-ce que tu aimes les gens, enfin, est-ce que tu aimes créer des relations avec les gens. J'avais bien écouté des petites histoires des petites mamies ou de couples qui venaient se faire coiffer. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, donc c'était la dernière année où j'ai fait la coiffure, les gens ne venaient plus pour se coiffer. Les gens venaient pour discuter parce qu'on n'avait pas fini la discussion d'avant et que j'avais eu un autre rendez-vous. On avait du etc. Donc je suis partie sur ça. Il y a eu le Covid. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je peux plus faire de coiffure parce que c'est fermé. Je suis assez forte en psychologie et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Donc le fameux, il faut sortir de sa zone de confort, il faut no pain no gain, des trucs un peu comme ça. J'ai un peu arrêté ça, j'ai un peu fait mon mélo et j'ai commencé à passer des diplômes en psychologie. Okay. Donc quand on dit coach de vie, en réalité, on n'est pas certifié d'État. Ouais. Donc coach de vie, en gros, tu es coach, tu passes un diplôme de coach, mais c'est pas comme par exemple la coiffure où j'étais certifiée d'État, etc. Ouais. C'est plutôt, si on prend ça autrement, on peut dire consultante ou on peut dire praticienne donc moi je suis praticienne en PNL, en naturopathie, en thérapie brève, etc. Il faut faire la différence entre des coachs de vie qui disent thérapeutes, donc qui ont fait des études de médecine, donc psychologie ou psychiatrie, ouais. Et les coachs de vie. Parce que souvent des coachs de vie qui disent qu'ils sont thérapeutes, mais en réalité c'est pas vrai. D'accord. Soit tu as fait de la médecine et tu es thérapeute, c'est vraiment un mot qui est pour eux. Ouais. Soit tu es praticien ou consultant. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois, quand il y a une personne qui vient me voir, moi je suis coach de vie pour qu'elle comprenne une coaching de vie parce que je m'occupe des situations de vie. Mais je ne fais pas de diagnostic, je ne donne pas de médicaments, je ne fais pas d'ordonnance et je ne peux pas, par exemple, envoyer à l'hôpital ou s'il y a un autre problème. Et il y a des thématiques que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire la schizophrénie, la bipolarité, le borderline, toutes ces choses-là, c'est pour la psychologie. Il faut bien en fait définir ces deux choses-là quand tu es coach. Du coup, quel est le profil type des gens qui font appel à toi finalement? Souvent, ça va être des femmes. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à cibler que les femmes au début. Je faisais les femmes et les hommes, je voulais un peu tout le monde. Et finalement, je me rends compte que c'était beaucoup les femmes qui venaient parce que rupture ou relation toxique ou dépendance synthétique ou dépendance émotionnelle à l'affect de quelqu'un. En gros, quand tu es dépendant affectif, c'est un peu comme la dépendance à la drogue ou dépendance à l'alcool. Ça va être exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire que tu ne peux pas rester en ça. Tu peux te mettre dans des états où tu es insupportable. C'est vraiment, tu vas faire des crises de colère, tu vas faire des crises de pleurs, tu peux même voler ou mentir pour ça, mais vraiment à des hauts degrés, hein, pas juste t'être un petit mensonge. C'est bon. Et du coup, je vais m'occuper plus de tout ça. Il m'a coupé une minute. C'est pas grave. On a un monsieur qui s'est garé en moto à côté de nous. Mais donc du coup, donc beaucoup sur les relations. C'est un sujet qui est intéressant dans lequel on n'a jamais parlé dans le podcast effectivement. Donc c'est les relations amoureuses globalement, les relations amicales aussi. En gros, c'est améliorer parce qu'effectivement le côté social, c'est un point. On en a fait plusieurs épisodes. On a parlé de l'environnement, avec Clément on en a parlé la dernière fois. On parle beaucoup de l'environnement. Les relations avec les autres, c'est un point qui est extrêmement important et parfois sous-côté aussi, j'ai l'impression. Nous qui voyageons beaucoup aussi, parce que Marie, toi aussi, t'es nomade, entre guillemets, tu voyages beaucoup. C'est vrai que c'est un point qui est extrêmement important. Et
je sais pas quelle question je pourrais amener ensuite, mais donc, je suis en train de me perdre. Il m'a fait perdre le fil avec sa moto. Mais en gros, comment toi, ou alors non, la question que je vais te poser est très simple. C'est comment les personnes qui viennent te voir, comment elles savent, entre guillemets, qu'elles ont besoin de toi, comment elles décèlent qu'elles ont potentiellement une problématique ou une frustration ou un besoin. Quels sont les signes finalement qui montrent qu'elles auraient besoin de toi, cette personne? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur les réseaux sociaux, moi je vais partager plein de trucs et je vais partager ma vie, je le fais depuis le début. Et quand on voit quelqu'un en fait vivre quelque chose, on va se comparer. Mais les gens qui disent qu'ils se comparent, ouais, c'est pas vrai, tu te compares à tout le monde tout le temps. Sauf qu'il y a des manières plus ou moins saines de le faire. Donc je vais partager ma vie et souvent, comme je suis en couple depuis 8 ans maintenant, les gens, ils vont comparer leur couple au mien, comparer leur vie à la mienne et ils vont se dire, mais attends, c'est pas normal que moi, par exemple, il me crie dessus, qu'il m'insulte, qu'il me tape, ou qu'il fasse ci, ou qu'il fasse ça. Parce qu'il y a une sorte de déni quand tu es dans une relation toxique. Moi, je vois plein de gens dans la rue où ça va pas du tout. Où la communication, ça va pas du tout. La manière de parler, ça va pas. La manière même de se comporter, même le langage non verbal n'est pas bon du tout. On voit que la femme, elle n'est pas bien, ou que l'homme, il n'est pas bien. Parce qu'il y a vraiment les deux cas. Ils viennent souvent me voir quand ils sont malheureusement au bout du bout. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des coups physiques ou émotionnels, c'est-à-dire que ça va être dans le rabaissement, ça va être le rejet, l'humiliation. Il y a plein de petites humiliations publiques qui ne vont pas noter parce qu'ils vont dire ouais, peut-être qu'il a dit parce qu'il était énervé ou peut-être... On va trouver beaucoup d'excuses parce qu'en réalité, l'humain veut toujours trouver le bon dans le mauvais. C'est dans tout le temps, on veut toujours trouver le positif et donc dans une relation toxique, si imaginons par exemple avec mon conjoint, je veux absolument rester avec lui parce que j'ai créé quelque chose, parce que j'ai pas envie de recommencer tout, parce que je veux pas expliquer, parce que un truc bête aussi, quand tu couches avec quelqu'un, t'as pas envie de coucher avec plein de gens ou d'avoir des relations avec plusieurs personnes si t'aimes pas ton corps. T'as envie de rester avec cette personne-là parce qu'elle te connaît, t'as pas honte de toi, etc. Et que, imaginons mon compagnon commence à être violent. Je vais lui dire, tiens, c'était juste une plaque. C'était rien. Il est vraiment très énervé, il a juste lancé une tasse, il a juste cassé un verre. Mais au fur et à mesure du temps, quelqu'un qui devient violent, ça devient très chez nous. Donc les personnes vont venir quand malheureusement, la tasse, elles sont creuses. D'accord. Donc c'est un peu dommage. Donc, je fais beaucoup de prévention sur ça en disant il y a plein de signes où c'est pas parce que la relation est toxique qu'elle va être impossible à vivre, mais il faut s'en occuper bien avant. D'accord. Donc souvent c'est ça quoi. Elles viennent parce que elles sont, c'est une. Quand tu dis elles sont, enfin on est au bout, etc. Les personnes que tu reçois, comment tu pourrais juger en fait l'impact sur la santé mentale, on va dire, ou l'impact psychologique d'une relation toxique? Les femmes qui viennent te voir en consultation, comment elles se sentent quand elles viennent. Ouais, voilà. Souvent, je vais poser des questions qui sont très simples. Quelle est ta couleur préférée? Est-ce que tu aimes le sport? Est-ce que tu aimes la musique? Et elles me répondent, je sais pas. Parce qu'elles sont tellement sous emprise qu'elles ne savent même plus en fait ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles incarnent, ce qu'elles incarnent pas. Oui. Et elles vont parler souvent de « mais mon mec il fait ça, est-ce que c'est normal ?» Ou là il m'a trompé, je lui ai pardonné, mais j'arrive pas à oublier qu'il m'a trompé, mais je l'aime encore. Ça va être un peu ces trucs-là. Et souvent, moi, je vois directement, quand on m'explique un message, je vois directement les mots qu'elle utilise sont souvent toujours les mêmes mots, hein, c'est les mots d'une victime ou d'un bourreau. Ça peut être l'inverse. Parce que des fois, les femmes vont se positionner en victime, mais c'est elles, en fait, qui sont toxiques envers leur partenaire. Donc souvent, je demande un petit peu les deux sons de cloche, un peu comment elle se comporte, comment il t'a parlé là. Ah ben, il m'a parlé mal parce que je lui ai dit fils de pute. Ah. Donc, ouais, tu en effet, prends pas parti dans la relation, t'es neutre et objectif, ok. ou un autre truc, ça va être par exemple, tiens, il m'a pas répondu à ma 50e demande de est-ce que tu m'aimes? Bah oui, il t'a répondu 49 fois je t'aime, donc à la 50e fois, peut-être qu'il en a un peu marre. Okay. Donc il y a souvent ce truc-là à rappeler. Hyper intéressant. Alors, toi, tu es quelqu'un, du coup, via ta personnalité, via ton parcours, qui est très à l'écoute. Tu es quelqu'un d'introverti? Je suis quelqu'un d'introverti parce que
Alors, je sais pas si tu connais la différence entre les deux. Introverti et extraverti. Oui, plus ou moins, c'est en fonction des autres, si on prend de l'énergie des autres, Ouais. entre guillemets, mais tu peux le réexpliquer peut-être justement. Introverti, tu vas avoir besoin. Alors, ça veut pas dire que tu n'es pas social. Normalement, les gens associent ça à ça. C'est plutôt quand tu ne vas pas bien, quand tu stresses, quand tu es anxieux, tu vas avoir besoin de te couper du monde. Et du coup, reprendre de l'énergie pour ressortir. Et les extravertis, eux, vont reprendre de l'énergie quand il y a du monde à l'extérieur, ils se sentent entourés, même s'ils ne connaissent pas les personnes, ils vont se sentir entourés, donc du coup, en couple. Donc moi, j'étais plutôt extravertie quand j'étais petite, et je suis devenue introvertie, je pense, en fonction des événements qui sont passés dans la vie. Mais j'ai jamais trop... Je suis un peu entre les deux, je suis un peu une divergence. De toute façon, je pense qu'on n'est jamais soit totalement introverti, soit extraverti. On a plus, effectivement, c'est une jauge qui varie, effectivement. Mais le fait d'être introverti, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, j'ai l'impression qu'on est un peu plus à l'écoute des autres. Par remarque, non, peut-être, je sais pas. En tout cas, Alors, je pense que ça n'a pas forcément à voir, mais les introvertis vont plus être en retrait, parce qu'ils savent que pour se ressourcer, on doit se couper pour pouvoir couper s'il y a des liens toxiques, des choses qui nous angoissent. Ouais. Donc, on va savoir faire le calme plus rapidement. Que les extravertis vont toujours être dans du bruit constant, du son constant, donc pas forcément avec du bruit en tant que tel, des personnes, etc., ou de la musique, mais par exemple, un extraverti peut aller dans un concert tout seul, juste parce qu'il adore la musique et que ça va le faire du bien. Ouais. Un introverti ne pourra pas le faire. Ouais. Ça va l'angoisser au plus. Et Pour redéfinir ça, quand t'es à l'écoute souvent, quand malheureusement on t'a pas écouté quand t'étais enfant aussi. d'accord. C'est-à-dire que tu vas comprendre que t'avais besoin d'être écouté, donc tu vas écouter les autres parce que tu sais que ça fait du bien. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est souvent ça, de toute façon, nous en tant que coach sportif, peu importe, c'est souvent né d'un truc de notre passé. En fait, on est devenu cette personne-là parce qu'on avait une frustration qui a fait que, je sais un peu de façon, mais en tout cas, tu as eu un leitmotiv assez fort au démarrage pour te lancer dans cette carrière-là parce que toi-même, tu as vécu des choses par le passé et que tu veux rendre, entre guillemets, et aider les autres. Comme toi, tu aurais voulu être aidé. Il y a ce point-là. Après, il y a aussi un point qui est hyper important, c'est pas que lié à des traumas. C'est-à-dire que tu peux aussi être une personne qui est très à l'écoute. Il y a plein de tests de personnalité, dont un qui s'appelle le LIS, donc c'est les fameuses 4 couleurs. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent maintenant. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est aussi pour les gens qui voudraient peut-être le faire aussi sur un test. Ouais, alors le LIS, c'est un test que tu fais normalement en psychologie ou quand tu deviens coach sportif, ou même quand tu t'occupes de personnes. C'est une formation aussi où tu vas avoir vraiment 4 catégories de personnes. C'est très général. Tu es souvent une personne, tu es soit une couleur dominante, mais tu as les 4 en toi. C'est-à-dire que tu as... attends, que je reprenne bien mes cours dans la tête. Tu as en gros le rouge, le bleu, le vert, le jaune, avec une lettre particulière aussi. Tu vas avoir le bleu qui est très sécuritaire, le jaune qui est très extraverti, qui est très joueur, très drôle. Souvent, c'est celui qui va emmener plein de bêtises dans le groupe, qui va faire rigoler tout le groupe. Tu as le rouge qui va être le leader et tu as le vert qui va être l'empathique. En gros, ça va être la personne qui va prendre soin de tout le monde, mais qui va s'oublier aussi. Donc, chaque couleur a un bon et un mauvais. Donc, les rouges vont être très leaders, ils vont leader le groupe. Et donc, c'est très important d'avoir ça quand... Moi, j'adore dire ça à mon compagnon. S'il y a une attaque de zombies, il faut qu'il y ait des rouges parce que sinon, ça met le bordel. Mais il faut qu'il y ait des jaunes aussi parce que sinon, ça va être beaucoup trop carré, beaucoup trop... Et c'est un peu ce qui se passe dans Koh-Lanta, la nouvelle saison qui est sortie. Les rouges se font éliminés en première fois, souvent en premier parce qu'ils sont beaucoup trop sur les gens pour faire ça. Et les rouges, ils vont souvent pas faire attention aux détails. Donc ça va énerver l'autre couleur qui est les bleus, qui sont eux très sécurité. Ils sont souvent hors des groupes, ils observent beaucoup et par exemple, ça va être les maniaques, les bleus. D'accord. Mais en même temps, il faut des verts parce qu'il faut manager les bleus et rouges et le jaune pour faire en gros un peu la bamboula dans les parties. D'accord. Donc, il faut un équilibre en fait. Surtout dans une société, on est tous plus ou moins. Enfin, on n'est pas une couleur, je crois pas en fait. On est plus ou moins. C'est comme on est leader pour les introvertis, extravertis. On est plus ou moins la jauge qui est un peu plus élevée dans une couleur que d'autres, effectivement. Et ça, c'est un test qui est intéressant. Vous pouvez le faire sur. Oui, on peut le faire. Je pense que vous pouvez taper juste test du 10. Il y en a plein. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez aussi faire. Par exemple, moi, j'ai les protocoles, donc je peux leur faire faire. Okay. C'est intéressant parce que tu peux en apprendre sur toi, sur
plein de bulles différentes de ta vie. Moi, je dis bulles, c'est professionnel, familial, amical, amoureuse, inconnu aussi, et conflit. Quand il y a un conflit, tu vas dominer une couleur. Par exemple, il y a des personnes qui vont être très agressifs, très leaders dans leur conflit. Qui vont dire, moi j'ai raison, moi je trouve pas, il y a le rouge qui arrive. Ou il y a des personnes qui vont être très empathiques. Ah, t'as raison, désolé, machin, etc. Ou des jaunes qui vont dire, oh, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors que non, mais ils s'en foutent pas, mais dans leur conflit, ils vont incarner le conflit. Ça, c'est un point qui est hyper important dans les relations, effectivement, amoureuses ou amicales. Moi, c'est un truc que je fais pas du tout, mais j'aimerais, justement, pour ça que je voulais t'inviter aussi, j'aimerais, et je vais travailler sur ça, parce que nous aussi, quand on fait des appels de bilan, par exemple, avec des élèves, avec des prospects, voilà, des gens qui seraient intéressés par notre programme, on est censé s'adapter à la personne, c'est-à-dire comprendre où sont ses peurs, ses croyances, quels sont ses objectifs, machin. Et d'une personne à l'autre, c'est extrêmement différent. Il y a des gens qui vont prendre un programme parce que ça va les rassurer sur un point, d'autres, elles veulent de motivation pour X raison. Enfin, c'est très difficile, je trouve, et c'est très important de prendre en compte qu'on est tous différents, on a tous des motivations différentes, des peurs différentes, des façons de réagir différentes. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, bah, tout le monde doit réagir comme moi. Enfin, tu vois, souvent, moi, je me vois souvent comme ça. Oui, il y a ce truc. En fait, quand on a tous eu une éducation qui est par rapport à nos parents ou par rapport à nos proches, selon si on a eu mal nos parents. Et donc, on va connaître que cette vérité-là. Moi, je vais vraiment prendre vérité parce que, imaginons que, je ne sais pas, tu vois le micro d'un côté, moi, je vois le micro de l'autre. Moi, c'est ma vérité, c'est ta vérité. Oui. Et donc, si là, on est filmé en plus, il voit encore une autre vérité, il voit encore un autre biais, il voit un autre prisme. Et on va vouloir que, donc, souvent dans les relations, par exemple, amoureuses, même dans le sport, moi, j'ai déjà vu dans le sport des personnes qui veulent que leurs clients s'entraînent comme eux. Ouais. Alors que c'est pas forcément possible par rapport au physique, par rapport s'il y a des blessures, s'il y a aussi des capacités qui sont moindres, etc. Il faut essayer, en fait, c'est un peu moi j'adore les dessins animés. Donc Kung Fu Panda, il doit apprendre à coacher pour une petite guerre ou à ses dessins animés, etc. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il ne doit pas apprendre à ces personnes à être lui, mais à être eux. Quelle est la zone des génies, quel est le truc qu'ils peuvent faire pour la petite bataille. Pour moi, ça me fait ça. Et quand tu apprends ça, quand tu apprends que, quand tu es coach en tout cas, et que tu veux, tu as un nouveau client qui est intéressé ou une personne qui est là depuis longtemps, si tu apprends à cette personne à l'idée sa vie comme elle doit le faire, et toi tu lui donnes des clés qui toi t'ont aidé, donc en mentoring, plus en coaching parce que tu as des protocoles de coaching, par exemple dans une bateau, quand tu veux perdre du poids, c'est déficit calorique, tout le monde le sait, mais tu vas adapter selon les personnes. Tu vas te mettre en déficit calorique par rapport à une personne où tu vas lui enlever certaines choses parce qu'elle s'en fout. Elle en mange, mais elle s'en fout, il faut l'enlever, tu vois. Mais par exemple, il y a une personne qui va aimer, je sais pas, qui va être addict au chocolat, tu pourras pas lui enlever, sinon elle fera pas en tête ce que je dis. Donc selon ça, en fait, tu vas adapter et tu vas du coup apprendre à laisser son chocolat, donc apprendre à être elle, parce que c'est vraiment ce qu'elle aime, mais en même temps en lui apprenant que c'est pas 2 tablettes qu'il faut manger, c'est 2 caries. Se mettre à la place des autres et optimiser en fait. Optimiser sa vie en fonction de. Je lisais un bouquin, je lis souvent en ce moment, j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, c'est. Je crois que c'est Atomic Habits que je suis en train de lire. Et en fait, il y a une partie où il parlait tout à l'heure je lisais ce matin, de génétique, tu sais. Et notamment, il parlait de 2 athlètes, un athlète d'un marathonien et je sais plus qui c'était, un mec balèze, etc. Et en gros, il disait qu'effectivement, il y a une part de génétique. En fait, il y en a un qui a un physique fait pour courir, par un marathonien, qui a des grandes jambes, un petit haut du corps. Et à l'inverse, un nageur où il faut que ce soit un haut du corps très grand et des petites jambes dans la somme. Et effectivement, il disait dans le bouquin qu'il fallait prendre en compte nos forces, nos faiblesses, là où on en est, et essayer d'optimiser ça, plutôt que de se dire le mec qui a un physique de marathonien, il sera jamais champion olympique de nage, tu vois. Et à l'inverse, ils ont pris en compte leur génétique, là où ils étaient forts, pour optimiser ses résultats. Et c'est vrai que des fois, on essaie de se comparer avec des gens où on voudrait être comme des gens, mais qui finalement, c'est pas possible. Là, c'est une question de physique, mais même pour d'autres trucs. Par exemple, quelqu'un qui est... Alors, il y a des fois des contre-exemples, mais quelqu'un qui est extrêmement timide, etc., il peut passer, je pense, différents steps et devenir un jour un one-man show, faire un one-man show, ça peut. Mais de base, il n'a pas les prédispositions peut-être pour le devenir, tu vois ce que je veux dire ? Alors, sur ça, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Moi, je trouve
oui, quand une personne, imaginons, moi je suis petite, je fais 1m52, et pour autant, toi, mon médecin il me disait, tu peux courir très vite, tu pourrais faire des marathons parce que j'ai le cœur qui bat très très beaucoup. D'accord. Donc, je pense que oui, tu as des capacités physiques où tu peux performer plus vite et tu peux être plus fort. Par exemple, quand je fais de l'haltérophilie, si t'es tout petit, c'est quand même beaucoup plus difficile que quand t'es grand par rapport à plein de choses, etc. C'est ce que mon compagnon me disait. Donc, quand on regarde par exemple les Open, oui, il y en a qui sont plus grands et oui, forcément, ils peuvent faire des trucs un peu plus, on va dire un peu plus, comment on va dire ça, ils peuvent plus performer, Oui, en tout cas. Naturellement, oui. Mais ça fait pas tout non plus parce que quelqu'un qui a un bon physique mais qui n'utilise pas ça comme ça ou qui ne comprend pas ça comme ça pourra se faire dépasser par quelqu'un qui n'a pas le physique mais qui va être tellement, en fait c'est tellement son rêve par exemple d'être dans les CrossFit Games ou être champion du monde de telle chose, il va tellement se donner que il pourra le faire. En fait il n'y a pas de limite à nos propres limites. Il y a vraiment, on va dire, les limites qui vont se poser sur nous, ça va être l'extérieur. Par exemple, le temps. On ne pourra pas contrôler l'orage. Si tu veux aller courir 2 km dans la montagne et qu'il neige et tu n'as pas de manteau, tu ne vas pas contrôler ton corps, tu vas avoir froid. C'est comme ça. Tu ne vas pas le contrôler. Mais si par exemple, tu es très très fort et que tu t'es entraîné à poser dans la neige, oui, tu pourras le faire. Donc, ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Tu as vraiment la physique, mais tu as aussi l'autre côté où plus tu t'entraînes, plus tu réussis. Donc rien n'est acté entre guillemets et on peut pas se définir comme une personne, tu vois, on me dit souvent, je ne suis pas une personne sportive, tu vois, par exemple. Alors moi j'ai fait un réel sur ça que j'ai pas encore posté. Je pense pas que c'est le fait que tu n'es pas sportif. Je pense que c'est le fait que tu ne t'es pas entraîné sur ça et surtout quand tu as fait du sport pour la première fois ou pas. Ça va dire ce que j'ai dit d'ailleurs. si en gros tu te dis pas sportif ou tu dis que tu n'aimes pas le sport, je pense pas que c'est vraiment la vérité. Je pense que tu n'es pas dans tes vêtements. Tu n'assumes pas que, par exemple, les gens vont te juger ou tu n'assumes pas ton corps, tu ne t'aimes pas. Souvent, les personnes qui n'aiment pas le sport n'aiment pas les détails derrière. Mais en fait, en réalité, tout le monde fait du sport. Comme par exemple, dans le réel, je disais, moi au début, je pensais que j'aimais pas la salle de sport. Ouais. Parce que j'aimais pas mon corps. Et en réalité, quand tu débutes une nouvelle activité, que ce soit le sport, que ce soit la musique ou autre chose, tu es nul. Tu es nul. Tu ne sais pas comment les machines marchent, tu ne sais pas comment ton corps marche, tu ne sais pas si tu as une cardio ou pas de cardio, de la respiration ou pas de la respiration, et tu te mets en difficulté. Donc, ce n'est pas le sport en lui-même, c'est la difficulté qui va en fait englober toutes les actions que tu vas mettre en gros quand tu vas commencer ton sport. Donc, si tu commences, par exemple, tu dis, imagine, je viens vers toi et je te dis, moi, j'aimerais bien prendre ton programme, mais je ne suis pas du tout sportive. Tu vas me poser une question, par exemple, moi, si on avait les rôles, si tu venais vers moi, là, je te dirais, mais est-ce que tu marches la journée? Est-ce que tu vas en randonnée avec tes amis? Est-ce que même tu vas dans la rue pour aller chercher ton petit pain le matin? Oui, tout le monde fait ça. C'est du sport aussi, on peut dire que c'est du sport parce que c'est de l'activité physique, ouais. Mais on va associer le mot sport à compétition, à salle de sport, à gros athlète, athlète puissant. Et alors que non, tu vas faire du sport quand tu vas en randonnée avec ton copain, voir un nouveau temple. Tu fais une randonnée de 2 km, c'est pas grand chose, c'est super sympa, il y a des petits singes, il y a des petits machins, des trucs, tu fais du sport. Et ça t'aime. Donc tu peux pas dire que t'aimes pas le sport, mais t'aimes pas vraiment suer. T'aimes pas, par exemple, est-ce que tu es dans le déni de t'as grossi et que t'es pas bien de tes vêtements, donc t'as pas envie d'aller à la salle parce que quand tu fais un mouvement, ça te sert. Donc t'es pas bien. Donc je pense pas que les gens ne sont pas sportifs, je pense qu'ils aiment pas les difficultés qui sont trop. D'accord. Ils ont encore des points de blocage en fait, ouais, par rapport à ça. C'est plutôt nous comme on se sent dans cette situation-là qui fait qu'on se définit comme non sportif. Mais on est d'accord qu'on peut tous devenir, enfin on est déjà tous plus ou moins sportifs. On a déjà, pour la plupart d'entre nous, on a 2 jambes, donc on marche généralement. Donc déjà on est fait pour être en mouvement. Voilà. Après, il y a différents niveaux, effectivement. Je pense que là, tu vois, il y a un mec, je ne le voyais pas, mais il y a un mec qui est en train de nager. Il est en train de faire du sport, mais là, je suis sûre qu'il est juste en train de nager parce qu'il y a du soleil, que c'est beau et qu'il est en vacances. Et on a tous, en fait, un corps. Le corps est fait pour bouger, de toute manière. En vous, les organes font leurs actions, ils bougent, ils font leurs trucs, etc. Les petits mobiles, ils font leurs trucs. Là, par exemple, quand tu vas aller manger, tu vas marcher pour aller manger. Si tu vas pas marcher, tu n'auras pas à manger. Donc, du coup, ça va te saouler, tu vois. Donc,
on n'est pas fait pour être des grands sportifs si on n'a pas envie d'être grands sportifs, mais on est tous faits pour aller... En fait, c'est dommage, par exemple, que tu ailles en course et que tu ne sois pas capable de ramener tes courses. Que tu n'aies pas la force pour ramener tes courses. Moi, c'était un objectif. Quand j'étais à Lyon, j'allais à pied, j'avais pas de voiture, etc. Et celle de payer l'Uber, c'est coûte super cher. Donc, je m'étais dit, je vais prendre le bus. Sauf que j'habitais en fait dans les hauteurs de Lyon, et donc il y avait une pente de fou. Et au début, j'avais dit que j'avais qu'un sac. Et ça me saoulait parce que du coup, fallait que j'y retourne, parce que j'étais pas assez forte pour porter tous les sacs que je voulais. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, je me suis donné franchement un objectif à la salle en me disant, je veux pas aller à la salle pour pousser lourd et montrer que je suis une puissante et que je suis musclée. Je veux pousser lourd parce que comme ça, quand j'allais faire mes courses, j'aurais 3 sacs au lieu de 1. C'était un petit défi un peu idiot, comme ça je me suis fait. C'est intéressant. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand je me disais que j'aimais pas le sport ou que je voulais pas aller à la salle, c'était parce que je voulais pas en fait forcément être la fille Instagrammeuse qui fait son sport, etc. Je voulais juste faire du sport parce que, à un moment donné, je suis toujours la dernière. Ça me saoule d'être la dernière. Donc j'ai envie d'aller en salle pour marcher un peu plus, courir un peu plus, pour continuer à randonner avec des copains, pas être la dernière. En gros, pas être le boulet. Je voulais pas être... voilà, c'est un peu ça. Faut même courir un petit peu. En gros, tu as vu le sport, et c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir effectivement. Et c'est très important ce que tu dis. C'est pas parce qu'on le dit à chaque fois, mais faire du sport, c'est pas un outil juste pour perdre du poids. Tu vois, les gens disent, je fais du sport, je perds des kilos sur la balance, je me sentir mieux. Ça, c'est le raisonnement de 95% des gens quand ils commencent à faire du sport. Et on se rend compte que ça mène à rien. C'est pas forcément très cohérent. Effectivement, voir le sport comme un outil pour améliorer son quotidien. Donc, tu l'as dit, pour porter ses courses, pour monter des escaliers. Moi, je le dis souvent, mais pour les pères et mères de famille, pour jouer avec leurs enfants le plus longtemps possible. Et comme tu l'as dit, toi, quand on partait en randonnée, c'était la dernière que tu es essoufflé, c'est pas une situation qui est très confortable. Tu as l'impression d'être un peu à l'écart du groupe. C'est ça. Et c'est peut-être pas évident. Et c'est ça, en fait, le sport. C'est améliorer son quotidien dans la vie normale, entre guillemets. Et c'est vrai que ça, c'est un point qu'on aborde peu souvent, mais qui est quand même très sous-estimé et qui est hyper important. Donc, c'est important, effectivement, de l'avoir redit. Tiens, je suis assez curieux par rapport à ton parcours sportif, Marie. Toi, je sais que tu t'es fait accompagner aussi par ton coach. Qui est mon copain, on peut le dire. Oui. Est-ce qu'on peut dire qui c'est ou pas? Oui, on peut dire. Donc, c'était la personne qui était dans l'épisode précédent. Ça me fait rire. Mais donc, c'était Clem. Et du coup, je sais que tu t'es fait accompagner aussi. Oui. Aujourd'hui, tu continues à faire du sport régulièrement. En quoi l'approche du sport pour toi, alors tu l'as dit un petit peu, mais en quoi ça a changé ta vie, peut-être ta perception de toi? Est-ce que même, par exemple, pour les élèves que tu peux avoir en coaching, tu leur parles de ça aussi? Ouais. Certainement. Beaucoup. Parce que l'hygiène de vie, en fait, finalement, dans les relations, c'est hyper important quand, par exemple, imaginons, il y a une grosse soirée avec plein de gens que t'aimes bien, etc. Et que pour aller à cette grosse soirée, il faut monter une petite montagne où tu fais du ski, par exemple. Et toi, t'es pas sportif ou que t'as du mal, en fait, à faire ça, mais tu peux pas y aller. Parce que tu sais que la montagne, tu vas pas la descendre. Tu vas pas y aller. Ouais. Ou alors, il faudra prendre un funiculaire ou machin, une voiture, etc. Et donc, tu vas avoir beaucoup de frustration quand en fait, finalement, ton corps, il est pas assez, on va dire, en santé pour faire des choses avec tes amis, pour faire des choses avec ton conjoint, ou faire des choses avec tes enfants. Ou même, moi, j'ai toujours eu des animaux. Ça m'aurait embêté si je pouvais pas aller promener mon chien. Ça m'aurait embêté si j'étais, par exemple, en surpoids, vraiment, on va dire un gros surpoids, ou même dans l'anorexie, ou même très très fine, et que j'ai pas le cardio ou pas le souffle pour aller emmener mon chien 500 mètres plus loin de la maison. Ça m'aurait embêté. Donc, moi, j'ai eu... ma mère, elle était très sportive. Elle fait partie d'une équipe de handball j'ai oublié. En Amérique, parce qu'elle était là-bas. Okay. Et elle m'a toujours dit, Marie, c'est important de faire du sport parce que tu vas te faire des copines aussi. Elle savait que j'arrivais pas trop à me faire des amis. Et qu'en plus, tu vas faire un truc où tu peux tout lâcher. Ce qui se passe à l'école, tu peux tout lâcher parce que je faisais de la danse. Tu peux juste danser et faire bouger ton corps pour être avec tes copines, écouter de la musique parce qu'on écoutait plein de musique pour danser dessus, faire des compétitions pour te challenger aussi ou pas, voilà. Et en plus, tu avais le fameux gala de fin d'année où tu montrais ce que tu avais appris pendant l'année. Mais ce que en gros tes parents avaient payé et donc il fallait forcément donner un résultat à ça. Et donc ils ont toujours en fait, quand on allait en vacances, on allait toujours faire des randonnées, faire des trucs, non pas parce qu'il faut faire du NEAT. Tu vois, il n'y a pas ce truc-là. Mais plutôt parce qu'en haut de la montagne, il y a un pique-nique avec des chips. Et donc, c'est trop cool de manger des chips
assis sur un caillou avec une super belle vue où tu regardes que tu as fait en fait un long chemin compliqué, difficile, avec plein de cailloux, t'es tombé, c'est un peu le chemin de la vie aussi, et que tu as réussi à aller au bout. Et que surtout, moi ma mère elle me disait tout le temps ça, je t'ai pas aidé. J'étais là, mais je t'ai pas aidé, parce que c'est pas moi qui a marché pour toi. Vraiment quand on était tout petit. Mais souvent elle me disait, tiens, moi je serais super fière de toi si on arrivait au bout et que on fait pas marche arrière. Elle m'a jamais, j'ai jamais fait marche arrière sur le moment donné. Parce que justement, il y avait ce mindset-là sur le sport de, tu fais pas du sport pour faire du sport, tu fais du sport parce qu'on va voir un truc super cool, et surtout on va avoir un petit, moi j'adore la bouffe aussi, donc un petit aussi pour ça. Tu vas avoir un petit pique-nique, tu vois, et puis en plus on aura des photos, tu pourras montrer à des enfants, c'est des enfants. Tu pourras dire à tes copains que y a un truc qui m'avait marqué, c'est encore, c'est un GR20. Et on a fait un peu enfant parce que ma mère marchait bien, mon père aussi et mes frères aussi. Et en gros, on a fait une randonnée du GR20 qui s'appelle les aiguilles de Pamela, où je me suis éclaté les genoux. Mais vraiment, je suis tombée plein de fois, etc. Et je pleurais, machin, un truc. Et on est quand même monté en haut. Et je me souviens de cette randonnée parce qu'elle m'a dit, tu vois, Marie, il faut que tu fasses ça dans ta vie. Parce que tu vas tomber plein de fois dans ta vie, tu vas reprendre, elle est très dans la psychologie aussi. Mais t'es au bout, alors oui, tu saignes des genoux, mais je t'ai mis au pansement, donc ça va, tu vois, un bisou magique, hop, c'est fini. Mais t'as réussi d'aller au bout, et maintenant, tu peux le refaire plein de fois. Et quand moi, je ne serai plus là, tu pourras faire cette randonnée à quelqu'un qui, justement, n'a jamais fait de randonnée, ou qui a du mal, en fait, à aller au bout de ses objectifs. Tu vas voir que, en le poussant, en fait, à faire ça, il va être super fier de lui, même si ça a été super difficile. Donc, en fait, le sport a toujours englobé un peu ma vie de manière saine. Jamais en compétition, jamais poussé pour le faire. Tu l'as vu comme un outil, effectivement. De toute façon, les gens sportifs, enfin, encore une fois, pas sportifs, mais en tout cas, les gens qui ont le mindset d'aller plus loin, ça se retranscrit dans beaucoup de choses, soit dans le business, dans les relations, etc. On est conscient. Enfin, moi, je sais quand je parle avec quelqu'un qui se surpasse, enfin, qui sait se dépasser, qui sait que la vie n'est pas évidente, etc. C'est un autre mindset, je trouve, que les gens qui, effectivement, font jamais de sport, se trouvent beaucoup d'excuses. C'est deux mindsets très différents entre des gens qui se responsabilisent, qui ont des objectifs, qui sont un peu ambitieux et tout ça. Et il y a une autre partie de la société où, effectivement, pour X raisons, pas du jugement, mais qui, effectivement, se laissent vivre, se disent que c'est pas pour eux, ou je sais pas comment le définir, mais c'est vrai que moi, je sens vraiment directement deux types de personnes par rapport à ça. C'est très, oui, on catégorise beaucoup, mais c'est vrai que en réalité, quand on voit, quand on voyage, en tout cas on voit quand on voyage, c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui ont un peu ouvert leur esprit que... Moi, je fais pas du sport pour être athlétique ou quoi que ce soit. Je fais du sport parce que si je suis une mamie de 80 ans et que j'arrive même pas à descendre les escaliers et que je dois appeler des gens et payer, voilà, ça me saoulait. Parce que j'ai envie de voir, si j'ai des enfants, voir mes enfants grandir. Si j'ai des potes encore qui sont vivants, j'ai envie d'aller faire des soirées, des trucs avec eux. En fait, faut pas prendre le sport comme une obligation à perdre de poids, prise de poids, ou même se faire accepter par la société physiquement, parce qu'il y a ça sur la femme en tout cas. Oui. Faut faire du sport, ou du moins, il faut faire de l'activité, pas forcément tout en relié à sport, sportif, etc., machin, et plus faut faire de l'activité pour quand tu vas malheureusement décéder, te dire, j'ai fait plein de trucs, et je suis content d'avoir fait ce truc-là, et je suis prêt, en gros, je suis prêt à mourir, j'ai pas de regrets, je voulais aller aux États-Unis, je l'ai fait, j'ai fait telle randonnée ou tel volcan, je l'ai fait. Enfin, vraiment, je crois le pire qui peut arriver aux gens, et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire des activités, etc., mais c'est de se rendre compte qu'ils sont à la fin de leur vie et qu'ils sont tellement frustrés de ne pas avoir réussi des choses qu'ils voulaient vraiment dans leur vie. Juste parce qu'ils se sont dit, bah tiens, ça c'est pas pour moi, ou je le ferai pas, ou machin, etc. C'est horrible. Ils s'auto-sabotent, ils se mettent des limites en fait par rapport à ce qu'ils sont capables de faire ça. On peut mettre des limites et c'est important d'en mettre parce que ça va nous protéger, mais à partir du moment... En fait, c'est vraiment ce truc-là. Si, on en avait parlé d'ailleurs en off, si par exemple, tu veux monter un volcan à Bali, voilà, il y a plein de volcans à Bali, tu veux monter un volcan à Bali, mais que tu as trop honte de toi parce que tu vas très très longtemps. Tu n'es pas très fort à un moment donné, et en attitude aussi. Et tu dis, bon, bah, je vais pas le faire parce que je vais être trop lent, je vais être le boulet du groupe, je vais pas le faire. Mais que tu y repenses. Chaque année, tu dis, ah, mais j'étais à Bali, j'aurais pu monter le truc, etc. Tu vas en fait envoyer à ton cerveau, parce qu'en gros, tu t'envoies des informations, que tu as loupé cette opportunité et donc t'es, je vais te dire grossièrement, une merde. Donc,
tu vas en fait t'auto-saboter tout le temps en disant ah bah t'as pas réussi à monter le volcan, je vois pas pourquoi tu pourrais aller à la salle de sport ou autre chose, tu vois. Et quand par exemple tu n'es pas obligé de réussir à chaque fois, c'est un peu quand on est enfant, souvent on dit ouais tu pourras jamais toucher les étoiles, et c'est vrai, on est trop loin et c'est pas possible. Par contre, tu peux t'en rapprocher. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des personnes qui partent dans l'espace, etc. Ils n'ont pas touché une étoile en particulier, ils ont juste essayé de s'en rapprocher. Et ce qui fait que, du coup, le rêve, même s'il n'est pas, on va dire, atteint à 100%, bah, tu t'es rapproché de quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Donc, le sport, tu peux te rapprocher. Tu ne pourras pas forcément faire 100 kilos squat d'un coup, c'est pas possible. Et encore, si j'ai des gens qui, en quelques mois, ont réussi. Mais plus tu vas monter du poids, plus tu vas avoir un objectif, courir 1 kilomètre, puis 2, puis 3, puis 4, plus en fait tu vas te dire, bah tiens, j'ai des capacités, il faut juste que j'apprenne en fait à être moins dur des fois avec moi. Ouais. Donc poser tes limites, tu peux pas faire 10 kilomètres d'un coup, tu peux peut-être en faire 2. Donc ça va être dur, mais tu pourras peut-être en faire 2. Ouais, c'est hyper intéressant, il y a un point, ouais c'est ça, c'est... Mais même de façon générale, on va plus sur le podcast, mais... j'ai l'impression que vivre avec des regrets, c'est horrible. C'est une catastrophe, tu vois, tu as parlé de quelqu'un 70 morts, mais c'est ça, tu vois, moi c'est un peu aussi... Mais c'est un truc, je pense qu'il faut s'en rappeler régulièrement, tu vois, on a tendance à se dire, ouais, je le ferai plus tard, j'ai le temps, je suis encore jeune, et on se rend compte que ça va très vite, et même, à tous les niveaux, même moi je lui dis, mais je pense souvent, là, surtout en ce moment, je suis en train de me dire, en fait, il faut vivre la vie encore plus à fond, tu vois. Alors on pourrait se dire, ouais, mais vous êtes en Thaïlande, vous vivez de votre activité, vous pouvez travailler où vous voulez, donc déjà, on a déjà un step important, parce que nous, on veut vivre ce type de vie-là, mais on pourrait, je pense, encore vivre encore plus intensément, dans un sens, on n'est pas obligé de vivre à fond à 2000 à l'heure, mais c'est important, je pense aussi, des fois de se poser, comme on avait fait un épisode avec Kim Benour, notamment, on avait aussi parlé pas mal de psychologie, avoir des discussions avec soi-même, tu sais, se poser, savoir ce qu'on veut, ce qu'on fait, tu vois, avoir un petit peu de recul. Ouais, nous on appelle ça l'introspection, c'est vraiment de se poser des questions, alors des questions bateaux du style qu'est-ce que je veux dans ma vie, oui, mais en fait ça va un temps puisque tu veux être millionnaire, tu peux pas être millionnaire comme ça. Ouais. C'est bien d'introspecter sur ça, mais c'est plus des questions du style, par exemple là t'es pas très bien, qu'est-ce que ça fait que je suis pas très bien? Ah parce que l'autre elle m'a mal parlé, là elle m'a donné ma glace, m'a parlé, ça m'a saoulé. Et qu'est-ce que ça te fait, tu vois, pourquoi ça te touche le temps? Parce que j'aimerais qu'on me respecte plus, parce que généralement on ne respecte pas. Ok, là on a un point vraiment qui est important. Donc avoir des discussions avec soi-même c'était bien, et faire du journaling et tout c'est super bien, mais ça fonctionne pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont me dire ouais, me fais pas faire de la méditation, j'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas? Parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ok, dans ce cas, la méditation c'est pas pour toi, c'est un autre truc. Par exemple, va courir. Ouais. Et ça se trouve, elle m'a dit, elle va dire, ah tiens, j'ai pensé à ça quand je courais, quand je faisais ci, quand je faisais ça. Il y a aussi un truc qui arrive souvent, c'est qu'on est très... Par exemple, là, on est en train de faire un podcast dans cette salle-là. Ça veut dire que dans ton esprit, quand tu vas revenir ici, si tu reviens, par exemple, pour faire un podcast avec elle, ou si tu viens me chercher parce qu'on va au restaurant ou machin ou truc, cette salle sera toujours pour le podcast. C'est-à-dire que tu vas avoir un souvenir ici, tu as créé un souvenir ici, et donc, du coup, ça va rester là. Donc, tu as plein d'idées sur le podcast, tu as des questions, etc. Quand tu vas sortir aller manger, ça se trouve, tu vas oublier. Tu vas pas oublier qu'on a fait un podcast, mais tu vas penser à tiens, j'ai rencontré cette fille-là, ou j'ai rencontré ce mec-là, il avait dit ça, c'est intéressant, il faut que je le note quelque part. Et donc, du coup, chaque endroit a vraiment un truc. Donc, c'est pour ça que des gens, des fois, chez eux, vont dire j'ai plus de petite vaisselle. Ils vont sortir, ils vont oublier. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'idées, de choses qui vont passer, que du coup, ils vont oublier leur truc. Et ça revient au fait de vivre pleinement, ça veut pas dire être tout le temps super actif. Vivre pleinement, je pense que c'est juste, avant de te recevoir en podcast, il y avait 2 petits chats que je te montrais d'ailleurs là. J'ai kiffé, j'étais trop, ils sont battus, ça me fait rire, etc. Vivre pleinement, c'est ça. C'est juste vivre des choses qui te font plaisir maintenant. Et pas dire, tiens, il y a les chats qui se battent, moi je les filmerai plus tard. Parce que plus tard, ils seront peut-être plus là. Vivre le moment présent. C'est beaucoup plus dans le présent. Ouais. Oublier son passé dans le sens où le passé, de toute façon, tu peux pas le changer, mais tu peux changer ton futur. Ouais. Par exemple, tu vois que la personne devant toi, elle roule pas très bien, t'es en scooter, elle roule pas très bien, change ton futur, mets-toi à gauche ou à droite pour éviter de te la prendre. Ouais. Donc, c'est plus ce truc-là. Il faut savoir optimiser pour le futur, il faut savoir s'adapter pour le futur, mais pas trop non plus. Il faut vraiment trouver un équilibre. Moi, je vois beaucoup de monde, quand tu discutes avec eux, mais on est tous comme ça. J'ai l'impression que, même en France et depuis le Covid, tu parles aux gens, le présent n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est pas bien politiquement, tout.
tout est négatif quand tu parles avec beaucoup de gens. Alors pas tous, je fais un gros portrait, voilà. Et ils se disent, et il y en a beaucoup d'ailleurs même liés au voyage. C'est-à-dire, et on est tous passés par là, c'est quand je serai libre, quand je pourrai voyager, ça ira mieux, etc., etc. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce n'est pas déjà en changeant de lieu d'habitation ou en partant sur à l'autre bout du monde que tu vas forcément mieux, parce que finalement tes problèmes, souvent tu les emmènes avec toi. Oui. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai discuté avec beaucoup de coachs qui sont nomades, etc. Et parfois, on n'est pas heureux, tout simplement parce que notre activité, elle va pas bien, ou parce qu'au niveau des relations, on est tout seul, ou une relation qui va pas bien, etc. Et peu importe dans quel pays on est, de toute façon, c'est un échappatoire. Moi, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup bouger, c'est que c'est un échappatoire à des situations, tu vois. Et ça, je me suis rendu compte il y a peu de temps. Ça ne sert à rien de changer ce l'environnement. C'était moi que je devais changer certainement des choses dans mon quotidien. Mais pour autant, des fois, changer l'environnement, ça peut faire du bien. Alors, ça fait du bien parce qu'on ne guérit jamais un problème dans l'endroit où on l'a fait. C'est-à-dire que, imaginons, là, je te frappe. Non, je le ferai pas. Tu vois, tu ne pourras pas... si je continue... c'est un peu les deux chats, ils se battaient. Ouais. S'ils se battent, et qu'il y en a pas un qui part de là, ils vont continuer à se battre jusqu'à la mort. Mmh. Donc, si moi je te frappe, si tu ne sors pas de la pièce, et que moi j'ai décidé de te frapper, tu ne pourras jamais sortir de ça. Mmh. Donc, le fait de sortir, tu sais que si tu rentres, je te refrappe. En l'occurrence, c'est pas le cas, tu vois. Mais, puis je pense que ça ne serait pas très mal. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, dans ça, dans les relations, même dans le voyage, même dans l'entrepreneuriat, c'est que on ne s'échappe pas de soi-même. Les problèmes, on les a dans notre tête. On ne peut pas les sortir à partir du moment où on se dit, bah tiens, je vais aller en Thaïlande pour ne plus avoir de problème d'argent. C'est pas vrai. Parce que en Thaïlande, tu pourras avoir la même vie qu'en France, dépenser exactement la même chose, même si c'est moins cher, parce que tu t'es ancré un style de vie. Donc si tu vas dans les beach clubs, si tu vas tout le temps dans les trucs français, ou si tu vas par exemple acheter dans les magasins les plus chers, comme au Auchan ou machin en France, ça va être la même vie, juste tu seras en Thaïlande. Mais ton problème, il va être le même. En fait, tu ne pourras pas amener le changement parce que tu fais exactement pareil. Donc, ce qu'il faut en fait changer, alors le truc des 21 jours pour changer une habitude, c'est pas vrai. C'est de la merde. C'est juste que ça. Pour moi, ça peut être moins que ça, mais surtout quand tu veux changer quelque chose, il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que tu sois pas dans le déni, que tu as vraiment toute la clarté sur ça. Mais surtout, que tu commences la première action pour. C'est-à-dire, si tu es pas sportif, donc des personnes qui viennent vers toi, je ne suis pas sportif, ça n'est pas pour moi. Va juste marcher 30 minutes. Va juste marcher 5 minutes. Et après, tu vas te rendre compte que ça t'a fait du bien. Ok. Donc maintenant, je reviens vers toi et je dis tiens, j'ai fait 5 minutes de sport. Tu vas dire franchement, c'est bien. Tu faisais pas 5 minutes de sport, ou 10 minutes de circuit training ou autre comme ça. Et petit à petit, toi, en tant que coach, tu vas dire maintenant, ton objectif, je te donne pas de programme. Juste, je te prends sous mon aile, tu viens en coaching, je te donne pas de programme comme les autres parce que je sais que tu n'es pas encore capable de le faire. Tu vas marcher 30 minutes pour moi, 30 jours. Et la personne va le faire petit à petit. Et je me suis rendu compte que c'est pas 21 jours qui change, c'est le fait de rajouter un tout petit truc dans une habitude qui est déjà ancrée. C'est-à-dire, imaginons, là, toi, par exemple, tu marches beaucoup. Tu n'as pas marché beaucoup depuis, on va dire, ça fait des années maintenant que tu marches et que tu fais des trucs, etc. Quand tu étais petit, j'imagine qu'on ne t'apportait pas tout. Tu vois, dans ton assiette, dans ton truc. T'allais chercher des jouets, t'allais chercher ton truc, t'allais chercher ton doudou, voilà. Tu faisais des petits allers-retours qui étaient très minimes, parce que quand on est petit, on marche pas beaucoup. Et donc, ça s'est ancré, t'as un schéma, tout s'est ancré psychologiquement parlant, physiquement parlant, et donc tu le répètes. Et donc, c'est pour ça que maintenant, par exemple, tu vas le faire à pied. Parce que, tu vas faire un peu plus de sport, 2, tu peux écouter des podcasts, 3, t'es habitué à ça, et 4, tu n'as pas tout le temps apporté ça dans ton assiette, donc tu vas le chercher. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différences entre des entrepreneurs qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas, parce qu'il y en a qui vont attendre, qui vont un peu faire cette loi de l'attraction. Je vais prier pour avoir de l'argent. Je vais prier. Mais si tu ne postes pas ta première vidéo, c'est ce fameux action, ce premier pas, tu ne vas jamais faire de l'argent, parce qu'on ne va pas te voir. Tu n'as même pas de compte Instagram. Tu peux prier très très fort d'avoir plein de sous qui arrivent, ça peut arriver, on ne sait jamais, mais ça ne va pas arriver comme ça. Ou si tu veux, par exemple, trouver l'amour, tu veux trouver vraiment une femme ou un homme avec qui tu veux partager quelque chose, si tu ne mets pas sur des applis de rencontre ou si tu ne sors pas de ta maison, tu ne rencontreras jamais personne. Et c'est la petite action, en fait, que tu vas changer. Tu n'es pas obligé de te faire un truc de fou. Genre, quand tu veux te mettre au sport, tu n'es pas obligé de te mettre à fond tous les jours, 2 heures, 3 heures, et tous les jours, 7 jours sur 7. Tu peux juste faire un entraînement sur ta semaine. C'est déjà très, très, très bien. Voilà.
C'est vrai que ça, c'est important parce que c'est ça, les deux. c'est ça qui est bon. On veut toujours faire tout à fond. Encore une fois, on se dit, puis bon, on en a déjà parlé d'un fois, mais c'est vrai que on veut perdre du poids, on veut devenir une personne sportive et on fait tout à fond. Et je vois même dans mon programme, si les femmes, pendant notre programme, elles ne font pas 10 000 pas, limite, elles vont penser que c'est un échec. Et des gens me sentent comme ça. Donc on est sans cesse en train de les rassurer en disant que non, ton objectif, même si vous nous écoutez, c'est pas de faire 10 000 pas. L'objectif, c'est de faire mieux que ce que tu faisais avant. Donc potentiellement, si tu faisais 3 000 pas, l'idée, c'est d'en faire 4 000 cette semaine, ce sera déjà une super victoire. Et comme tu as dit tout à l'heure, avec une petite activité, etc., c'est toujours mieux. Donc, il faut vraiment, effectivement, pour faire tout ça, y aller progressivement sur le sport. Oui. Et c'est pareil sur la nutrition. Est-ce que toi, sur la nutrition avec les gens que tu accompagnes, je pense que c'est un point qui est extrêmement important et c'est un point qui est dernier point qu'on abordera aujourd'hui. La relation, enfin, tu sais, les gens, que ce soit les hommes ou femmes, se réfugient énormément dans l'alimentation. C'est un vrai problème. Nous, on le voit dans le coaching aussi. Comment... C'est une question difficile, mais comment, selon toi, on peut essayer d'avoir une approche un peu plus saine psychologiquement avec son alimentation? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, il y a des règles qui s'appellent les 3A en psychologie. C'est alimentation, amour, argent. Okay. En gros, une personne qui est en stress, pas bien, etc., va aller dans les 3A. Soit elle va aller demander de l'amour, soit elle va le chercher, soit elle va en donner, soit elle va aller dans l'alimentation physique, donc des aliments, ou alimentation du style ressources, donc stocker. Enfin, pas stocker... faire des swipes sur scroller ou stalker aussi. Ça dépend si t'es jaloux ou pas. Ou argent, dépenser. Dépenser des sous, dépenser dans des futilités ou des choses, des expériences, ou garder son argent. Dire, vérifier ses comptes, vérifier machin, faire plein d'argent, etc., etc. Parce qu'elle est tellement... en fait, la personne est tellement stressée qu'elle va aller dans ces fameux 3A et donc créer une relation toxique envers ça. La personne qui va aller dans l'alimentation, qui va jeter sur des biscuits, des machins, des trucs, il y a le côté scientifique, il y a le côté que c'est rassurant, que ça va déployer des hormones du bonheur, etc. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose que tu peux avoir instantanément, pas pour grand-chose. Soit tu vas au 7-Eleven ou tu vas à Carrefour, t'achètes des bonbons, ça te coûte 2 €. Donc forcément, tu te dis, 2 € c'est rien. Par contre, 15 € pour une salade, ça me fait chier. Voilà. Mais 2 € c'est rien, oui, prends des bonbons. Alors c'est beaucoup plus calorique, moins bon, et enfin, c'est plus bon dans la bouche que bon pour ton corps. Après, il faut pas se frustrer non plus dans le sens où il faut manger que des trucs sains, etc. Il faut manger des trucs qui sont transformés, mais savoir doser et savoir ce qu'il y a dedans aussi. Après, ça dépend de comment tu penses sur, enfin, ce que tu penses sur les aliments, etc. Mais les gens vont souvent aller dans l'alimentation parce que ils vont tout de suite ressentir du bonheur. Quand tu vas les papilles, c'est quelque chose d'incroyable, c'est pour ça que moi j'adore la bouffe. Si tu vas manger un bout de chocolat, alors que tu viens de te faire quitter, ça va te faire du bien. Psychologiquement, tu vas te dire, tiens, je vais aller manger un bon gros McDonald's ou machin parce que mon patron m'a saoulé. Alors qu'en réalité, tu pourrais juste apprendre un peu plus sur toi, calmer, on va dire, ce qu'on appelle les pulsions. C'est des pulsions un peu agressives souvent de ton corps, de dire, je veux ça. Ou quand tu as un nouveau jeu vidéo, tu veux, alors qu'il n'est pas sorti. Tu as des pulsions parce que tu vas plus, en fait, vouloir aller dans la diversion que dans l'apprentissage. C'est-à-dire que tu vas plus vouloir te divertir, te dire, tiens, j'ai envie de couper mon problème. C'est un peu pour ça qu'on voyage aussi. Il y a des personnes qui font ça aussi. Ils veulent se divertir en voyage parce que leur vie à Paris, c'est le bordel, c'est le chaos. Ils ont leur ex qui tape à la porte, ils ont le patron qui crie, ils ont 1 200 € et ils sont pas contents. Et ils vont devoir aller en voyage pour ça. Et c'est pour ça que les gens attendent beaucoup les vacances. Ouais. C'est parce qu'ils s'alimentent. Le fameux 1 des 3. Ouais. Ça me voit en gros. Donc, s'il y a une personne par exemple qui vient vers toi et qui dit, moi j'ai craqué, j'ai craqué, c'est une semaine où j'ai fait n'importe quoi. Le mieux en fait pour cette personne-là, c'est de la rassurer qu'elle est en sécurité. C'est de lui dire, t'as pas besoin de faire ça. Tu peux le faire, c'est pas grave, ça arrive. Une semaine, ça va pas casser tes 6 mois de coaching, tu vas prendre 1 kilo, bon. Et encore, c'est de l'eau ou de la rétention d'eau, c'est pas très très grave. Et encore, le poids sur la balance, c'est souvent pas le résultat de ce que tu es pour regarder dans le miroir. Ouais. Moi, j'en ai un peu ça. Tu peux très bien avoir le même poids et avoir un corps super intensif. Mais juste, t'as différentes vies, différentes balles, etc. Donc, pour la rassurer, il faut juste lui dire qu'elle est en sécurité, qu'elle a pas besoin de ça, qu'elle peut trouver autre chose. Elle peut peindre, elle peut dessiner, elle peut aller voir des amis, elle peut aller se balader, elle peut juste en parler à son compagnon, de dire, écoute, j'ai envie de manger de la merde parce que
ma collègue m'a dit que j'ai fait du mauvais travail. Moi, ça arrivait souvent avec Clem, où je lui envoyais des messages et tout quand j'étais en voiture, ma connue en voiture, où je me disais, putain, il y avait un mec qui s'appelait Nicolas, je détestais vraiment, il était habitué de cette personne, je le détestais, et je lui envoyais des messages en disant, franchement, on était en coaching d'ailleurs à ce moment-là, c'était mon prénom, c'était mon prénom, où je disais, oh, j'ai envie de manger n'importe quoi, machin, puis il me disait, mais tu vas plutôt aller t'entraîner, ça va te faire du bien, la dernière fois c'était du bien. Ou j'allais m'entraîner, j'allais pas manger ce que je voulais manger. Et après, je l'envoyais soit un message en disant, bah ouais, ça m'a fait du bien. Et au lieu de me jeter sur un paquet de gâteaux que je vais finir ou je vais casser une séance, on va dire ça comme ça, bah du coup, je suis allée plutôt me dépenser et me dire que, ah ouais, c'est Nicolas, il est vraiment pas cool. Et puis, bah de toute façon, je l'aimerai jamais, et c'est pas grave. Le sport t'a permis d'extérioriser ça et... Ouais. Moi, je le vois aussi comme ça, le sport. Chaque fin de journée. C'est pour ça que je m'entraîne d'ailleurs en fin de journée, parce que c'est le moment où pour moi... Tu lâches. Voilà, je bosse avant, il peut y avoir de la frustration pour X raison. Et fin de journée, tu penses à autre chose et tu te lâches. Et c'est vrai qu'encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est un des points à soupçonner du sport. C'est justement que psychologiquement, ça nous fait énormément de bien. Quoi qu'on en dise, des fois les séances, on n'a pas envie de les faire, c'est très souvent le cas. Mais on est toujours content après une séance. C'est très rare qu'on se dise, ouais. Oh, même quand on est un peu malade, souvent on se trouve des excuses. Même les règles, hein, pour ça, même si j'ai mes règles, je ne vais pas au sport. Ouais. Moi, je suis toujours allée au sport quand j'ai mes règles parce que ça te fait du bien quand même. Parce que, soyons honnêtes, t'as mal au ventre, t'es plus fatigué, t'es pas très bien. Tu peux juste aller marcher en fait, juste pour changer d'environnement. Moi, je fais beaucoup entre les consultations ou entre le travail que je fais sur l'ordi, où je vais m'entraîner vers midi. Comme ça, je travaille le matin, j'ai une pause, je fais rien. Enfin, genre, je fais mon sport, je fais de ma musique, je réécoute des podcasts, des vidéos, des machins, et hop, je suis vraiment au bout. Pour te faire une pause. Ça fait une pause et puis ça fait toujours du bien de... En fait, il faut se dire, pour toutes les personnes qui nous écoutent, il faut se dire, allez à votre séance de sport juste pour couper votre journée. Par exemple, vous avez un job à Carrefour, vous avez une pause de 2 heures, vous pouvez aller pendant 30 minutes à la salle juste pour quitter vos collègues que vous n'aimez pas forcément ou juste changer d'environnement et pas être dans un bruit constant avec les trucs et les machins. Ouais, hyper important effectivement de s'orienter sur ça. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Je sais pas si c'était combien de temps qu'on enregistre, ça fait 1 heure je pense. Donc c'est cool. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? C'est toujours un peu difficile de trouver ça, mais un mot peut-être bienveillant, je ne sais pas, que tu es une personne bienveillante. Par rapport même aux femmes qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes une majorité de femmes à écouter le podcast. On était dans des sujets qui me concernent davantage. Des fois, je parle un peu brut et tout ça. Il y a des gros mots dans le podcast. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé un seul gros mot. Ah, moi, peut-être. Moi aussi, non, gros mot. Je pense pas trop. En vrai, aujourd'hui, on était très soft. On a été bienveillants. Donc, c'est aussi notre approche. C'est intéressant. Est-ce que, du coup, tu auras un mot de la fin pour les gens qui... Moi, je dirais... alors, si je devais dire un mot, moi, je parle beaucoup. Moi, j'aurais dit confiance. Il faut se faire... ou intuition. Il faut apprendre à écouter son intuition. Si vous voulez aller faire du sport pour faire du sport, ça sert à rien. Écoutez votre intuition, de plutôt faites du sport parce que ça vous plaît, parce que vous vous sentez bien, ou faites un truc pour ayez une relation, ou osez faire quelque chose juste parce que vous avez l'intuition, ça pourrait vous apporter quelque chose de bien. Donc je dirais l'intuition, comme le voyage, en gros, si tu le sens pas, faut pas y aller. Ou faut y aller justement parce que tu le sens. Ça marche. Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Peut-être si tu veux partager. Moi, on me retrouve sur Instagram. Donc, faudrait que tu mettes en description. C'est Marie, il y a un tiré du bas, Pearl, tiré du bas. Et j'ai un podcast aussi, mais je suis un peu moins active que toi. Donc, je dirais plus sur Instagram. Ok, vous pourrez la retrouver sur Instagram. Je mettrai le lien en description évidemment, et puis si vous retrouvez dans le discours qu'a eu Marie par rapport notamment aux relations, etc., vous pouvez la contacter et ce sera un plaisir de vous répondre et vous aider. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés pour cet épisode 98. L'épisode 100 arrive très bientôt, donc encore 2. Encore 2, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire pour le 100e. Bref, on a encore un petit peu de temps, on a 2 semaines. En attendant, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une review. Sur Spotify, sur Apple Podcast, vous pouvez même mettre un commentaire, ou sur YouTube, vous mettez un petit j'aime, ça aide toujours. Et puis vous pouvez parler du podcast autour de vous, ça aide aussi beaucoup à se développer.
Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses depuis le début de l'année, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Dernier épisode avec Clément aussi très bien marché, le guide ultime pour perdre du poids, donc si vous n'avez pas écouté, vous pouvez retourner en arrière. Et puis voilà, merci Marie d'être passée dans le podcast. Avec plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'hab. Bon début de journée ou fin de journée et à très vite. Ciao bye. Ciao.